Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour à tous, comme chaque samedi avec Juliette Briens, nous vous expliquons tout ce qui se trame et se mijote sur les réseaux sociaux. On va vous parler cette semaine des soupçons de fraude électorale à la suite d'une erreur d'affichage sur France 2. On va aussi vous parler du bâtard, entre guillemets, de François Hollande, mais aussi de la sortie ratée de Jean Lassalle et du mépris de classe à Hénin-Beaumont. On va également se demander, avec un expert de la politique en ligne, si la carte électorale ne traduirait pas celle de la fracture numérique. On ira ensuite du côté de Shanghai, qui, strict confinement oblige, est en passe de devenir la plus grande prison du monde. Le pouvoir chinois est-il devenu fou ? On posera la question à l'un des meilleurs spécialistes français de l'Asie. Enfin, Twitter est désormais passé sous la coupe du plus énigmatique milliardaire de la planète, Elon Musk. Alors, est-ce que nos libertés sont en danger ou bien est-ce que le patron de SpaceX va au contraire lever la ceinture sur Twitter ? Un avocat spécialisé nous dira ce qu'il faut en penser. La politique est sous influence des réseaux et Sud Radio est là pour que vous n'en ratiez pas une miette. Allez, c'est parti pour une heure de décryptage et de débuzzage. On commence par les buzz de la semaine. Alors cette semaine, Juliette, il y a eu un gros couac dans l'affichage des scores pendant la soirée électorale du second tour. Expliquez-nous. France 2 s'est excusée auprès des téléspectateurs après l'énorme cafouillage de la soirée électorale qui a lancé des souffles de complotisme comme ça sur les réseaux sociaux, mais aussi de questionnements citoyens tout à fait légitimes, on peut le dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dimanche 24 avril, alors qu'Emmanuel Macron est déjà annoncé comme grand gagnant de la présidentielle? France 2 diffuse en direct un tableau interactif qui attribue le nombre de voix comptées, respectivement, pour chaque candidat. Et d'après les journalistes, on va l'écouter, les chiffres sont tout ce qu'il y a de plus officiel. Je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement National. 13 millions 6 pour Emmanuel Macron. Attention, ça ne veut pas dire que les tendances vont s'inverser ce soir. Ça veut tout simplement dire que ce sont d'abord les zones rurales, les petites communes qui font remonter d'abord leurs résultats. Des communes qui, on le sait, votent un peu plus Marine Le Pen que les grandes métropoles. Voilà, donc tout ce qui est plus légitime, puisque connecté directement au chiffre du ministère de l'Intérieur. Qui dit mieux. Exactement. Et donc problème, quelques minutes plus tard, les chiffres se mettent à augmenter sur la carte. Marine Le Pen est alors créditée de plus de 14 millions de voix, 14 432 000 exactement, contre 14 214 000. Donc elle dépasse Emmanuel Macron. Voilà, voix pour Emmanuel Macron. Et il faut replacer ça dans le contexte, c'est-à-dire qu'avant des sondages sortis des urnes et avant le résultat, il y avait quand même une inquiétude en Macronie, en tout cas fin tout réel, et puis il y a eu les chiffres aussi des dom-toms qui étaient tombés. Oui, tout à fait. Mais là, si vous voulez, c'est pas une question de Marine Le Pen à dépasser Emmanuel Macron, parce que ça, c'est tout à fait possible pendant que tant que les scrutins des grandes villes ne sont pas dépouillés. Le problème, c'est qu'elle a dépassé les 14 432 000. Ce qu'elle ne fera pas in fine. Et voilà, elle n'a jamais dépassé les 14 millions de voix. Alors, les pourcentages peuvent s'inverser. Par contre, le nombre de voix ne peut pas reculer. Et donc, c'est à 22h40 seulement que le tableau est rectifié et qui crédite finalement Marine Le Pen d'un peu plus de 13 millions de voix seulement. Et voilà. Le mal est fait, vous connaissez un peu les réseaux sociaux, la viralité des images. Donc là, et des vidéos. Laissez-moi deviner, c'est complot, élections truquées, fraude, voilà. C'est ça. Et d'un côté, je pense qu'on peut les comprendre. Comment la candidate du Rassemblement National peut-elle perdre des voix, même 1 million de voix. Oui, ça a l'air pas crédible du tout, en fait. Donc la chaîne France 2 s'est expliquée dans un tweet, je vais vous le lire. Le logiciel qui permet à la chaîne d'afficher des données du ministère de l'Intérieur a compté les voix de certaines communes 2 fois pour les 2 candidats. Cette erreur, elle a été constatée immédiatement, elle a été corrigée par la suite. Le ministère de l'Intérieur n'a jamais attribué 14 millions de voix à Marine Le Pen. Voilà, c'est dit. Et la chaîne s'est également présenté évidemment ses excuses à ses téléspectateurs pour ce bug technique au nom de toute la direction de l'information. Ouais, ça tombait mal, mais c'est le problème de la rumeur finalement, ne pas démentir, c'est acquiescer, et démentir, c'est amplifier. Et puis il y avait vraiment un air de Trump là aussi. Oui, c'est vrai, tout à fait. On est dans la post-vérité, on ne peut pas ne pas avoir perdu, on ne peut pas avoir perdu, etc. Bon, les lendemains de campagne, de toute façon, Juliette, ne sont pas toujours des moments de totale sérénité, de zénitude, on va dire. C'est le cas de le dire. Et certains perdants perdent un peu leur nerf. Ça a été notamment le cas de l'insoumis François Ruffin. Ouais, c'est la phrase qui agite les réseaux depuis quelques jours. Interviewé par Léa Salamé sur France Inter, voilà les mots qu'a eu François Ruffin, député de la France Insoumise, à propos du président de la République. Il y a un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller, alors qu'il pourrait ne plus exister. Quand on a eu 5 ans de Hollande et que son héritier, son fils, son bâtard, Emmanuel Macron, est présenté comme étant la continuité de cette gauche-là, ça pourrait être laminé dans le pays. Ça ne l'est pas.
Alors, Emmanuel Macron, le bâtard de François Hollande. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume. Pour moi, c'est un peu typiquement le genre de petite phrase qui, sans les réseaux sociaux, passerait peut-être inaperçu. Notamment Twitter, c'est le réseau social politisé par excellence, où en gros tous les partis cherchent le moindre petit dérapage à se mettre sous la dent. Mais cette phrase, est-ce qu'elle mérite vraiment le scandale qu'elle a provoqué sur les réseaux? Ah bah, si la question c'est est-ce que c'est fait sciemment, oui, on dégoupille pas une grenade et on la jette pas comme ça. Oui, mais sans, dans le sans sens savoir des ce qu'on mots. fait. Dans le sens des mots. Et évidemment qu'il y a un double sens. Un double sens. C'est un mot finalement assez désuet de la langue française qui a totalement changé de sens, puisque comme vous savez, les rois de France ont eu de nombreux bâtards, et en bon français, ça veut dire fils illégitime. Maintenant, c'était pas non plus dès le Moyen-Âge, ça n'a jamais été un mot particulièrement flatteur. C'est pas forcément agréable. Mais ça n'avait pas cette connotation d'insulte à l'état pur, genre tarbawesh. En fait, disons qu'aujourd'hui, la notion de fils illégitime en 2022 n'est plus vraiment un problème au niveau de la société. Mais par contre, le mot bâtard, lui, a changé de sens. Donc, bon. Voilà. Bon, c'est pas la première fois qu'un mot change de sens. Oui. Et puis il arrive surtout qu'on en dise un peu plus que ce qu'on voulait en dire, en fait. C'est un peu ce qui est arrivé à notre berger, le candidat des Pyrénées, Juliette. Jean Lassalle a publié un mea culpa sans concession sur les réseaux sociaux après que le Conseil constitutionnel ait décidé d'une très sévère sanction à son égard et qui a entraîné, on peut le dire, des dommages collatéraux. Le jour du second tour, Jean Lassalle a publié une vidéo sur son compte Twitter. Elle avait été filmée par le fils de Jean Lassalle sur son smartphone, où en fait il mettait en scène son abstention. Je refuse de participer à ce vote. C'est-à-dire, je m'abstiens. Voilà, sauf que, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé ici, le jour du scrutin, les candidats, les médias, mais aussi les citoyens sont soumis à la trêve électorale, c'est-à-dire à l'interdiction de la diffusion de messages de propagande à caractère électoral. Il a un génie, ce Jean Lassalle, quand même. Il a une sorte de génie, c'est-à-dire que même quand il est devenu inaudible pour des raisons de score électoral, il arrive quand même à refaire parler de lui. Ouais, mais sauf que le Conseil constitutionnel a fait de lui une sorte d'exemple. En le sanctionnant. Ils ont rabattu le caca pro. Oui, ils ont annulé tous les votes exprimés de sa commune de Lourdios-Icher dans Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est tous les habitants de la ville qui sont sanctionnés pour lui. C'est assez violent. Jean Lassalle s'est excusé auprès de ces derniers dans un courrier destiné à Laurent Fabius, mais qu'il a aussi relayé sur Twitter. Il dit: je demande pardon au bureau présent, à l'ensemble des citoyens de la commune de Lourdios-Icher pour le plus grand déshonneur qu'ils ont à essuyer à cause de moi depuis que la commune existe. Je le ferai personnellement auprès de chacun d'entre eux un par un. Voilà, il se flagelle là. Oui, tout à fait, il se flagelle, mais c'est plutôt digne, on va dire, après le scandale. Et il rajoute même je demande simplement à votre institution de bien vouloir lever la sanction que vous avez infligée à la commune, qui n'y est pour rien. Je vous demande au contraire de bien vouloir engager sans délai les poursuites pénales que vous évoquez à mon égard. Donc c'est un vrai mea culpa, pas de concession. Bon. Est-ce que vous trouvez, je trouve ça un peu sévère, moi personnellement, mais la loi est la loi et il a fauté. Et bon, d'abord, réfléchir à la prochaine fois. L'abstention n'est pas interdite, c'est sûr. Après, il est évidemment formellement, il s'est mis dans son tort, c'est indiscutable. Mais le côté punition collective est quand même assez étrange. C'est ça qui est un peu dérangeant. Très étrange. Et alors, cette affaire, elle reflète finalement ce que Lassalle voulait mettre en scène dans sa candidature, c'est-à-dire la rupture entre le bloc populaire et le bloc élitaire finalement. Et sa réaction, on peut dire, il va à Canossa, quoi. Il va présenter ses plus plates excuses à Monsieur Fabius, enfin bref. Et c'est ce même clivage, Juliette, c'est plus un clivage, c'est une espèce de grand canyon qui s'est ouvert entre le peuple et l'élite, autoproclamé, qu'on va retrouver à Hénin-Beaumont, c'est ça? Ouais, c'est une vidéo qui est devenue absolument virale cette semaine sur les réseaux sociaux. En fait, on y voit des habitants de Hénin-Beaumont. Vous connaissez Hénin-Beaumont, c'est un peu le fief du Rassemblement national de Marine Le Pen. C'est une toute petite commune. Et au moment de l'annonce des résultats du second tour, on y voit trois femmes qui sont des partisanes de Marine Le Pen réagir en direct à l'annonce des résultats. Attention aux oreilles, on écoute. Oui, c'est truqué.
Ouais, On en entend. revient à la séquence Ouais, précédente. on va pas tout répéter. Ça hein. fait un peu mal aux oreilles. Ouais, bon, on entend en tout cas une certaine colère qui est très sincère, exprimée par ces femmes dans un langage, c'est vrai, fleuri. La vidéo a fait beaucoup jaser, pour cause. Les uns, en fait, se sont moqués des femmes, de leur accent, des mots employés, les considérant comme étant, et je cite, des cassos. Vous connaissez cette expression? Sympa. Et en Attention. fait, et ça a provoqué de l'autre côté une sorte de vague de soutien des autres qui sont venus à leur secours à travers de tweets en tout genre et qui faisaient presque hommage aux classes ouvrières sans même savoir qui étaient vraiment ces jeunes Ouais, c'est femmes. le et si retour elles de la guerre des classes. Voilà, et en fait, il y avait une sorte de mépris de classe d'un côté, mais aussi une sorte de condescendance et de paternalisme de l'autre. Personnellement, moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Ça m'a rappelé, en fait, que les réseaux sociaux, souvent, parce qu'on ne réagit que par la viralité des images, par l'émotion, par l'injonction, entretiennent une sorte de fracture sociétale. Et ce que je retiens surtout ici, c'est que la plus jeune de ces femmes qui s'est retrouvée totalement prisonnière de la violence que représente la viralité sur les réseaux, parce qu'elle n'avait pas idée, elle, qu'elle était filmée, hein, et que ces images allaient atterrir sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et on imagine mais l'impact que ça doit avoir sur sa vie personnelle, professionnelle, etc. Et Et elle a fait- essayé, je crois, Ouais. d'empêcher la diffusion. Tout à fait, elle a fait appel à la Voix du Nord, parce que c'est un journaliste de la Voix du Nord qui a posté la vidéo, pour les implorer en gros de retirer la vidéo, mais malheureusement vous connaissez Internet et les réseaux sociaux, une fois que la viralité est enclenchée, il n'y a plus de retour en C'est arrière. sans retour. Voilà. Ça m'a fait penser à une vidéo virale qui elle date de 2017. On y voyait un jeune homme, soutien cette fois de François Fillon, qui lui aussi exprimait sa colère. Est-ce que vous vous souvenez? La presse, on vous encule! La presse, on l'encule! La presse, on l'encule! La presse! Bon voilà, on est à peu près sur la même thématique, le même champ sémantique on va dire. Oui. Je me rappelle pas qu'il ait reçu la même vague de soutien à l'époque de la sortie de cette vidéo, et c'est sûrement parce que justement sur les réseaux sociaux, la perception des internautes est reine, et donc un jeune garçon perçu comme bourgeois parce qu'il vote Fillon n'obtiendra pas le même soutien qu'une jeune femme considérée ou perçue comme prolétaire. Bon, disons que les bourgeois n'ont même plus la supériorité d'une langue châtiée sur les autres classes sociales. Ça, c'est sûr, on l'aura bien compris. Mais je pense que cette colère, elle est très forte dans le pays. Elle s'exprime de manière assez indécente, il est vrai. Les réseaux sociaux ont-ils fait l'élection ? C'était la question rituelle qu'on s'est posée dans Politique sous influence, et on en parle avec notre invité qui est un spécialiste de l'influence numérique politique, Louis Hervier Blondel. Restez avec nous. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Alors, les réseaux sociaux ont-ils fait l'élection sur Politique sous influence? Ça fait plus d'1 an que nous posons cette question rituelle. Et les résultats sont tombés, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais pour nous aider à y voir clair, Louis Hervier Blondel est là avec nous. Bonjour et soyez le bienvenu sur Politique sous influence. Bonjour, merci. Vous êtes à la fois un spécialiste de l'influence et de la communication numérique, et vous êtes aussi, il faut le dire, politiquement très engagé, puisque vous êtes le directeur de la communication de l'Institut Rousseau, une sorte de think tank, c'est ça, plutôt, un think tank, plutôt à à gauche. Et en même temps, vous êtes l'un des membres fondateurs d'un média indépendant et en ligne, et plutôt très engagé, qui s'appelle Le Vent se lève. Tout à fait, exactement. Bon, j'ai bon jusque-là. Alors, les réseaux sociaux n'ont pas été un gadget, certes, dans cette élection, mais ils n'ont pas du tout fait l'élection. Apparemment, on a eu des candidats un peu pure players, on pourrait dire, c'est-à-dire des gens qui sont partis des réseaux, qui ont fait un carton sur les réseaux. Mais qui n'ont pas voilà. vu les résultats se refléter dans le scrutin. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas les nommer, et pourtant, ils n'ont pas transformé les 7 dans les urnes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, c'est que les réseaux sociaux sont un monde à part, qui a une influence sur le réel, qui est évidemment corrélée au réel, mais qui ne fait pas tout, et qui déforme aussi beaucoup la perception qu'on peut avoir de la politique, et qu'on peut avoir d'une élection, et si on s'en sert à la manière d'un sondage, en observant la mobilisation, et en s'y référant pour essayer de prédire les résultats, et ben bien souvent on peut se tromper, parce que il y a des techniques assez connues et Comme par exemple. l'astroturfing, non, n'est-ce pas? déjà, alors sans aller déjà dans un premier temps, sans aller jusqu'aux choses qu'on peut qualifier un peu de triche, des choses qui sont en général pas autorisées sur les règlements intérieurs des plateformes. Sans parler de ça, on peut parler de camps qui sont très mobilisés
sur les réseaux sociaux. Parce que leur population, parce que leur électorat est sur les réseaux beaucoup plus que les autres. Oui, exactement. Et en fait, les réseaux sont des caisses de résonance de la mobilisation. Et là où ils vont avoir de l'influence, notamment Twitter, le réseau social de la politique, du journalisme, là où ils vont avoir de l'influence, c'est qu'ils vont servir de revues de presse et de fils d'information en continu d'énormément de journalistes. Et ils ne reflètent pas forcément oui, donc les journalistes vont amplifier l'effet des réseaux, c'est ça? Tout à fait. En fait, il y a des effets d'agenda plus que des effets de conviction. C'est-à-dire que le réseau social peut mettre des choses à l'agenda. On l'a vu pendant la campagne d'Éric Zemmour à l'automne. Il a mis à l'agenda ces sujets. Là où, pendant ce temps, dans le même camp, on va dire, dans le même bloc, Marine Le Pen était plutôt silencieuse, plutôt absente, et où elle se concentrait sur des sujets. Les réseaux les uns après les autres. Exactement. Et la presse s'en emparait et les mettait dans le débat. Exactement. Et on s'est dit, on va avoir une élection avec comme thème l'identité, la sécurité, l'immigration. Là où finalement, sur la toute fin, bon, il y a eu la guerre en Ukraine qui a beaucoup perturbé d'un point de vue médiatique, mais là où à la toute fin, ça a été plutôt les sujets sociaux qui ont été au cœur des enjeux. Et c'est des sujets qu'ils n'ont pas. Enfin, le pouvoir d'achat, c'est pas vraiment un sujet qui est beaucoup discuté sur les réseaux sociaux. C'est pas un hashtag qu'on a vu en tendance pendant des jours entiers, pouvoir d'achat ou des propositions comme le blocage des prix, ça n'a jamais été des sujets en tendance. Et pourtant, on peut penser que, alors pas ces sujets précis, mais on va dire le pouvoir d'achat en général ont été des facteurs importants sur cette fin de campagne et cette fin de campagne et donc sur cette campagne puisque ça a été une campagne très courte. On pourrait se demander pourquoi précisément, parce qu'on a tous en tête les cartes de la France périphérique, le travail de Guy Luy par exemple, le géographe, c'est-à-dire qu'on voit bien la diagonale du vide, toute cette France rurale, périurbaine, voilà, qui vote, soit qui s'abstient, soit qui vote Marine Le Pen. Et on a aussi la carte, non seulement d'élection là, qui recoupe celle-ci, mais la carte de la connexion. Finalement, on voit qu'il y a des zones de vide numérique où il n'y a pas de connexion, où les gens n'ont pas vraiment accès à Internet. Est-ce que vous pensez que ça a une corrélation? C'est-à-dire que les gens les plus en colère qui ont voté, par exemple, pour Marine Le Pen, c'était pas des gens nécessairement qui avaient accès complètement à Internet, et notamment à Twitter, peut-être. Moi, si je peux juste rajouter quelque chose à ça, ça dépend, il ne faut pas confondre le type de réseau aussi. Parce que est-ce que les électeurs de Marine ne seraient pas plutôt sur Facebook plutôt que Twitter? Et du coup, sans vouloir sans théoriser des choses qui seraient forcément très caricaturales et grossières, est-ce qu'on peut parler de la France Twitter et de la France Facebook? C'est peut-être ça la question aussi que Guy lui pose. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont très connectés. Et notamment avec la crise sanitaire a accéléré les choses, notamment chez les seniors, qui ont été là forcés pour sortir de l'isolement, pour avoir des communications. Et la France Twitter, finalement, elle a pu voter Mélenchon ou Zemmour, mais toutes choses égales par ailleurs, beaucoup moins En fait, la France Twitter n'existe pas. La France Twitter n'existe pas. La France Twitter, c'est la France des influenceurs. C'est quelque chose de très réduit. Mais les choses qui se passent sur Twitter ont concrètement une influence sur les médias et donc sur le pays en général. Mais la France Twitter... Donc on fait bien de faire cette émission quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais les réseaux, la France, elle est dans sa diversité sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on parle souvent on utilise souvent des critères démographiques pour les qualifier, surtout avec des classes d'âge. Là où, à mon avis, des critères sociologiques sont beaucoup plus intéressants. Vous voyez, Facebook qui reste le réseau principal en France. C'est un réseau social où on constate jour en jour que la population est vieillissante, que c'est les classes sociales les plus fragiles qui sont surreprésentées. Twitter reste une plateforme de niche. De l'écrit d'ailleurs. De l'écrit peut-être, mais surtout des journalistes, des élites et les gens qui s'y aventurent sont aussi des gens militants et très... C'est des gens qui sont déjà convaincus. Je comprends. Mais est-ce que ça veut dire qu'en 2022, à l'heure où on parle tout le temps des réseaux sociaux, enfin c'est vraiment omniprésent dans nos vies, est-ce que ça veut dire que finalement un candidat qui décide que ça n'est pas sa stratégie n'a pas forcément besoin d'établir une réelle stratégie numérique et réseaux sociaux pour espérer gagner une élection? Ça me semble être aujourd'hui un élément incontournable, mais c'est pas un élément qui est aussi central qu'on veut bien le dire. Éric Zemmour, avant d'être un homme de réseaux sociaux, c'est un homme de télé. Et il faut vraiment avoir ça en tête. Et il faut se rappeler que faire des 20 heures... Il comme un champignon sur les réseaux. Il existait dans l'agora. Il est le produit de 20 ans de plateau télé, de 20 ans de petites phrases et de 20 ans de polémiques. Et sur les réseaux sociaux, finalement,
il poursuit ça. Il a prolongé. Il prolonge. Et aujourd'hui, faire un 20h de TF1, ça reste quelque chose de très efficace. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais ça reste quelque chose de très efficace. Mais tout de même, on se dit que ces réseaux sociaux, ils ont une puissance parce qu'ils arrivent en fait finalement à servir de sondage en temps réel. Donc à identifier la demande des électeurs. Quelle qualité de sondage, c'est ça la question. Tronqué, totalement J'entends, tronqué. mais quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, on a quand même, et pour ne pas parler de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec la fameuse affaire Cambridge Analytica, on a eu une machine, en fait, avec l'intelligence artificielle, à identifier exactement quels étaient les bons arguments, quels étaient les blocages dans telle et telle catégorie socio-professionnelle et dans tel et tel territoire. Et là, en fait, ça ne sert pas à ça en France. Alors, est-ce que c'est la législation qui change ? Oui, alors la France a un cas particulier dans les réseaux sociaux, c'est que en France, c'est très encadré par la loi. C'est ça. Et on a notamment une interdiction qui est majeure et qui change tout par rapport aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de contenu sponsorisé pendant les campagnes électorales. 6 mois avant, je crois. Oui. 6 mois avant, et puis même, en général, les organisations politiques ne s'y risquent pas parce que c'est très encadré. Et en fait, du coup, ça change totalement les règles du jeu. C'est-à-dire que cette data, toutes ces données agrégées par les réseaux sociaux, on peut s'en servir. C'est des choses utiles, c'est une mine d'or. Mais on ne peut pas s'en servir en faisant des contenus sponsorisés très précis, en faisant des contenus sponsorisés par classe d'âge, par sociologie. On est donc obligé de faire du natif, de faire de la croissance en utilisant les règles de la plateforme, en jouant, en faisant du judo parfois avec les algorithmes. On envoie des bombes informationnelles, mais elles ne sont pas guidées, quoi, finalement. C'est ça. Il y a du travail derrière, donc évidemment, on arrive à guider les choses. Mais on peut pas dire, je me rends compte que dans cette profession, mes idées pourraient très bien accrocher et en même temps elles sont mal connues. Je mets plusieurs milliers d'euros sur quelques contenus sponsorisés et je touche exactement la population qui me va. Ça, c'est pas possible. Dernière question, est-ce que pour vous, on est un peu en avance de phase? Est-ce que c'est la prochaine élection, peut-être la prochaine présidentielle, qui va consacrer les réseaux sociaux comme faiseurs de roi, enfin les réseaux sociaux au sens large? Autrement dit, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de maturité numérique? C'est assez compliqué de répondre parce que... Mais vous avez 20 secondes. La politique n'a pas attendu 2022 pour s'emparer des réseaux sociaux. 2017 était déjà une campagne très numérique. La télé perd du terrain, mais existe encore. Donc, il faut voir. C'est une réponse très ouverte que je vous fais. Très bien. Un peu normande. Merci Louis-Hervier de Blondel. Ceux que cela intéresse peuvent retrouver en ligne le travail de l'Institut Rousseau et du Vent se lève. Alors maintenant, que se passe-t-il à Shanghai, où plus de 25 millions d'êtres humains sont traqués comme des bêtes et surveillés par des drones? Xi Jinping a-t-il perdu la tête? On pose la question à l'un des meilleurs spécialistes français de la Chine. Restez avec nous, c'est juste après. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Alors que se passe-t-il à Shanghai? Les images sont toutes les plus effrayantes les unes que les autres. Pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, on reçoit aujourd'hui François Godement. Bonjour François Godement. Bonjour. Bienvenue sur Politique sous influence. Vous êtes professeur des universités, historien, spécialiste de la Chine et des relations internationales en Asie. Et vous êtes aussi le conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne. Après l'Institut Rousseau, décidément, on va faire tous les think tanks de la France aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la Chine et notamment l'excellent Les mots de Xi Jinping. Alors justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Xi Jinping? Pourquoi il persiste et signe dans cette politique de zéro Covid? Il y a plusieurs aspects dans cette décision d'aller jusqu'au bout sur la politique de confinement face à un virus, le variant BA2 d'Omicron, qui est tellement contagieux que même un confinement quasi total, aucun confinement n'est parfait, ne peut empêcher la propagation. Très contagieux, mais peu dangereux. Il y a deux choses. Il faut mesurer que la Chine s'est vantée pendant 2 ans d'un succès complet de sa politique qui reposait sur l'isolation et sur un confinement qui n'a rien à voir avec le nôtre, qui est 100 fois plus rigoureux. On s'en aperçoit aujourd'hui avec les images de Shanghai, qu'on connaît simplement parce que Shanghai, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de liens, malgré la grande muraille de Chine, on arrive à voir ce qui se passe. Ça, c'est un aspect. Et comme Xi Jinping a parié sa réputation là-dessus, c'est très difficile d'admettre une année où il espère être conduit à vie par le PCC, c'est très difficile d'admettre que la politique de confinement est en train d'échouer. Mais il y a aussi des facteurs objectifs. La Chine a négligé plusieurs choses pendant qu'elle imposait le confinement. D'abord, elle a fait confiance entièrement à ses vaccins. Bien qu'elle en ait la licence, qu'elle l'ait acheté, elle n'a ni produit, ni acheté les vaccins Pfizer Biotech
qui sont plus efficaces contre le virus. François Godement, qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que le vaccin Sinovac, et je crois qu'il y en a un second, les vaccins chinois sont peu efficaces? Sont moins efficaces, mais il faut reconnaître que de nouvelles études montrent que si on a 3 doses, on approche de l'efficacité de nos vaccins. Le problème, c'est que la 3e dose est moins répandue en Chine et qu'il y a une catégorie de la population qui est beaucoup moins vaccinée, ce sont les personnes âgées. Et donc les plus vulnérables. Pour les plus de 80 ans, par exemple. Donc les plus vulnérables. Est-ce que la... Pardon. Oui, à ça s'ajoutent d'autres raisons. Beaucoup moins de lits de réanimation dans les hôpitaux que chez nous, en particulier dans les campagnes et les petites villes. Le problème, il est moins directement à Shanghai que si ça se propage ailleurs, si vous voulez, le taux de mortalité, les experts le pensent, sera probablement plus élevé que chez nous avec le même virus. D'accord. Est-ce que ça veut dire que la politique de vaccination est moins stricte que la politique de confinement en Chine? Voilà, c'est-à-dire qu'on là on débouche sur un paradoxe. Ils sont pas capables de vacciner leur population, mais ils sont capables de confiner 25 millions de personnes. Paradoxalement, oui. Il y a eu un mélange de refus de vaccins étrangers. Il y a eu une confiance dans la politique des confinements. Une des conséquences, c'est qu'il y a moins d'immunité naturelle dans la population, puisqu'elle a été très peu exposée au virus. Et maintenant, il y a un entêtement qui est politique ou idéologique. Beaucoup de gens, en réalité, y compris des cadres importants, y compris des autorités médicales chinoises, attendent depuis des semaines une adaptation et un changement de politique. Mais il faut savoir que ce sera l'acceptation d'un nombre de morts beaucoup plus élevé. Comme d'ailleurs, il faut quand même le souligner avec objectivité, c'est le cas chez nous. Nous pensons aujourd'hui que nous sommes sortis du virus, mais nous avons entre 100 et 150 morts par jour. Il faut quand même le rappeler. À l'échelle de la population chinoise, ça nous donne à peu près 1 million de morts par an. J'entends, mais il y a quand même il y avait quelque chose d'assez insupportable dans cette diplomatie agressive notamment de l'ambassade de Chine en France, mais ça a dû se reproduire dans d'autres pays. Vous vous souvenez, François Godement, de ces tweets absolument vindicatifs en disant les Occidentaux, vous êtes nuls, vous ne savez pas vous organiser, vous laissez mourir vos vieux, etc. Enfin, ils nous faisaient la leçon, littéralement. Là, ils sont en train de faire quoi? D'envoyer des drones pour dire aux gens de se taire la nuit, de les barricader chez eux, de mal les ravitailler d'ailleurs. Enfin, on est quand même assez bonne patte de ne pas réagir, non? La propagande est devenue totalement silencieuse, ça c'est clair. Et le grand problème, c'est que la population a été abreuvée pendant 2 ans de l'idée que le système chinois, et seul le système chinois était efficace. Elle était abreuvée en plus de calomnies sur les vaccins ARN. Tout ce qui était répercuté comme rumeur, si vous voulez, a introduit une méfiance. Aujourd'hui, ça se retourne. Et visiblement, Xi Jinping, qui est quelqu'un d'obstiné, ne veut pas changer la vie pour l'instant. Alors, c'est pas seulement Shanghai, mais on est au bord d'un confinement à Pékin. Il y a une centaine de villes en Chine qui sont aujourd'hui affectées par des confinements au moins partiels. Si vous voulez, quand on regarde un peu l'histoire, notamment l'histoire contemporaine de la Chine, après le grand bond en avant, après la révolution culturelle, après la politique de l'enfant unique, on a l'impression que le pouvoir chinois ne connaît que la marche avant. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal à reconnaître ses erreurs et il s'entête dans l'erreur. C'est-à-dire errare humanum est, persévérer diabolicum. Là, franchement, ils savent pas faire marche arrière ou quoi? Enfin, c'est assez étrange. Là, il y a une circonstance particulière qui effectivement ressemble à des épisodes, par exemple au Grand Bond. C'est quand les autorités locales se font intimer l'ordre d'empêcher la contamination, ils préfèrent exagérer leurs mesures plutôt que de courir le risque d'être accusés de ne pas avoir empêché cette contamination. Donc le problème principal de Shanghai, c'est même pas tellement le confinement lui-même, même s'il est très dur, c'est que le ravitaillement est devenu quasi impossible parce que partout les autorités locales érigent des barrages sur les routes, sur les autoroutes, stoppent les camions, vérifie la vaccination ou la positivité des chauffeurs. On estime que le camionnage vers Shanghai, qui est absolument fondamental pour le ravitaillement, est tombé à 15% de ce qui devrait être. Et ça affecte aussi, par parenthèse, l'envoi des exportations vers l'étranger par le port de Shanghai. Alors, on va en parler, oui, parce que c'est vrai que c'était un des nœuds de la mondialisation, Shanghai. Donc c'est pas sans conséquence sur l'économie du monde. C'est comme s'il y avait une thrombose de l'économie mondiale. Mais revenons, peut-être vous pouvez nous décrire un peu ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'il y a je faisais allusion à ça tout à l'heure, il y a des drones qui diffusent des messages la nuit parce que les habitants sont assez paniqués et manifestent leur panique, la nuit notamment. Les images sont très impressionnantes. Il y a des espèces de petits chiens robots qui se baladent pour crier sur les gens. Quand les gens violent le confinement, on les attrape, on leur rase la tête. Enfin, on sépare les enfants des familles. Vous pouvez nous confirmer ces informations ?
on dépend tous de ce qu'on reçoit via Internet et des images. On a vu les images littéralement de manifestations de faim et de gens pillant des supermarchés pour trouver de la nourriture, forçant des barrages. On voit les concerts de casseroles la nuit de protestation. On connaît l'isolement forcé. Alors, une autre caractéristique d'ailleurs de la politique chinoise, c'est que aussi, si vous êtes un peu malade, mettons vous avez une grippe, vous n'avez pas de médecin généraliste et de cabinet, vous allez à l'hôpital. Donc un des problèmes de cette politique, c'est qu'elle rassemble aux mêmes endroits les gens qui sont le plus susceptibles d'être contaminés. Malin. Donc tout ceci devient extrêmement préoccupant. C'est gros malin. Comme vous êtes aussi un spécialiste des relations internationales, pour terminer, je voulais vous demander, finalement, quel est l'effet de ce qui se passe là sur l'équilibre du monde? C'est-à-dire qu'il existait des tendances très inflationnistes avant la pandémie et la sortie de la pandémie, puis il y a eu la crise ukrainienne, et puis là, il y a un nouveau blocage en Chine. Donc comment vous voyez cette espèce de... On a l'impression que ce sont que des signes noirs, comme disent les financiers. On a l'impression que les problèmes se cumulent et que ça fait boule de neige. C'est votre sentiment aussi ? Il va falloir quelques semaines, peut-être 5 à 6 semaines, pour que les pénuries de composants et d'exportation arrivent en Europe. Les images montrent des centaines et même des milliers de bateaux immobilisés autour de Shanghai qui ne peuvent plus charger, si vous voulez. Nous n'avons pas encore senti cet impact, mais je dirais que ça va être un troisième choc, effectivement, que nous allons subir avec des pénuries absolument impossibles à prévoir. Ça met en cause le problème, bien sûr, des chaînes d'approvisionnement et de leur sécurité. De façon très curieuse, on s'est tous posé la question des sanctions, par exemple, à l'égard de la Russie, ou des sanctions éventuelles à l'égard de la Chine, si celle-ci passait à l'attaque sur quelque chose comme Taïwan. Aujourd'hui, on va avoir ce qu'on appelle un découplage involontaire, provoqué par les effets de cette politique de confinement. Juste avant de vous remercier, Monsieur Godement, petite réaction à ce tweet qui a fait pas mal de buzz cette semaine sur les réseaux. C'est le tweet de Monsieur Gilbert Deray, qui est néphrologiste, et qui nous dit: la politique du zéro Covid en Chine, c'est aussi lutter contre le Covid long, qui est devenu un problème majeur de santé publique. Notre pays devrait s'inspirer du modèle chinois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas virologue. Est-ce souhaitable? Donc ça m'est très difficile de réagir à chaud là-dessus. Ce que je pense, c'est que quand on voit les réactions qu'a provoqué dans la population française déjà un confinement extrêmement modéré et largement réussi, quand on voit aussi les réactions spontanées qui existent déjà chez nous contre la vaccination et ceux qui se refusent à la vaccination devraient méditer l'exemple chinois et la situation chinoise aujourd'hui pour changer d'avis. Je pense que c'est totalement impossible. Nous avons, accepté, avec le virus tel qu'il est, une situation où on a littéralement les effets d'une grosse épidémie permanente de grippe Ça semble sur la population à l'échelle beaucoup plus raisonnable. Merci François Godement. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, conseiller pour l'Asie de l'Institut Montaigne. Je recommande votre dernier ouvrage, Les mots de Xi Jinping, aux éditions Dalloz. Et à l'heure où les drones survolent Shanghai pour dire aux gens, je cite, de restreindre leur envie de liberté, Elon Musk rachète Twitter. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nos libertés? On en parle avec maître Constantin Pavléas, spécialiste en droit des nouvelles technologies. Restez avec nous. Dans un instant, retour de Sud Radio, politique sous influence. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Alors vous savez, dans les films de James Bond, il y a toujours un méchant qui veut contrôler la planète, un méchant qui a des fantasmes totalement paranoïaques et qui caresse un chat angora. C'est très inquiétant. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce méchant James Bond, c'est Elon Musk. Alors il est sans doute beaucoup plus gentil, mais ça y est, il vient de racheter pour 44 milliards de dollars Twitter, espèce de l'agora politique mondiale, le gueuloir universel. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, pour les libertés? On en parle avec un spécialiste du droit numérique, maître Constantin Pavléas. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Politique sous influence. Vous exercez en tant qu'avocat notamment dans le droit des nouvelles technologies et vous êtes le fondateur du cabinet Pavléas, donc votre cabinet, et vous êtes aussi professeur en droit numérique à l'HEAD, l'école des hautes études appliquées du droit. Alors, première question, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les libertés? Car on le sait, Twitter a la censure facile. On se souvient de la suspension de Donald Trump. Elon Musk, lui, a l'air de trouver que ces règles de modération sont trop strictes et il veut les lever. Vous êtes convaincu?
Alors, je suis convaincu que c'est peut-être une bonne nouvelle pour Twitter, parce que Twitter n'a pas vraiment eu des bénéfices, ou il a eu peu de bénéfices dans son histoire. Donc c'est peut-être... d'un point de vue purement capitalistique, c'est peut-être une bonne nouvelle. Après, en termes de démocratie, on peut se poser la question, parce que c'est beaucoup de pouvoir concentré entre les mains d'un seul homme qui a annoncé la couleur. Il veut sortir Twitter de la bourse. Pour que plus personne ne puisse le racheter. Oui. Alors, voilà. Après, Twitter... La bourse, c'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie, mais on rend quand même des comptes. On rend des comptes. Et ce sont des informations qui deviennent publiques. Maintenant, alors, ils ont coupé l'accès, ils ont débranché Trump, mais ils l'ont débranché quand même assez tardivement. C'est-à-dire que Twitter a beaucoup bénéficié de ces tweets, des fake news propagés de manière inconsidérée pendant l'administration Trump, et il avait été élu tout de même. Il avait été élu, mais les règles de modération et la propagation des fake news par les tweets de Trump, c'était un moyen pour Trump de communiquer de manière inconsidérée sur ses désirs plutôt que sur des informations vraies. Mais vous voyez, je prends un exemple très très précis. Moi, j'ai été shadow ban, comme on dit, c'est banni avec une ombre, parce que j'ai critiqué le programme de l'école de ma fille. Et alors qu'il y a toujours des tweets qui circulent de l'État islamique. Donc c'est quand même assez étrange, cette modération. La modération est un vrai sujet, au-delà de Twitter, d'Elon Musk. Le fait, ça rejoint en fait la question de la liberté d'expression. Jusqu'où est-ce qu'on peut exercer ce droit? Et tout droit est limité par un abus. On ne peut pas. On a des droits, mais dans un système démocratique, ces droits doivent être exercés d'une manière qui soit raisonnée et qui ne constitue pas un abus. Mais justement, en fait, le problème, est-ce que le problème, c'est pas justement la censure à un côté, parce qu'on a quand même géométrie variable. On a quand même l'impression que politiquement, il y a qu'un seul camp qui râle. Les autres ont l'impression qu'ils vont être libérés. C'est bien qu'en fait, il y a quand même un problème et un biais politique sur Twitter jusque-là qui est présent. Si Elon Musk décide de libérer Twitter de tout biais politique et d'uniquement pratiquer une liberté d'expression, est-ce que c'est pas plutôt une bonne nouvelle? Dans ce sens-là, on peut tout à fait le souhaiter. Oui, ce serait une bonne nouvelle. Après, on a aussi une autre bonne nouvelle. Nous sommes européens. C'est une bonne nouvelle. Je sais pas si Guillaume va être très d'accord avec vous. Mais... Cette bonne, voilà, non, il sera pas d'accord. Nous sommes en Europe. Oui, et cette bonne nouvelle, c'est que nous avons depuis le 23 avril un texte qui a été beaucoup discuté au sein des instances européennes, qui est le Digital Services Act, le DSA, et qui vient toiletter, dépoussiérer, rénover l'édifice de la responsabilité des plateformes en ligne. Et là, il y a effectivement une coïncidence, une collision, une coïncidence d'événements qui sont ce rachat annoncé, enfin le rachat de Twitter par Elon Musk, libertarien, et une nouvelle réglementation sur la responsabilité des plateformes qui vient appuyer la protection des internautes européens. Ça vient renforcer la RGPD. Alors le RGPD, il vient dans cette lignée. On peut vraiment saluer cet édifice européen législatif, parce que le règlement, le RGPD, Règlement général sur la protection des données personnelles, est un règlement qui protège, qui trouve des arbitrages entre la protection de nos données et la liberté d'expression et la liberté du commerce d'aujourd'hui, qui se fait dans un espace numérique pour une grande partie. Le Digital Services Act vient réglementer la responsabilité des plateformes. C'est-à-dire, Twitter n'est pas, on dit que Twitter est un média, c'est un réseau social, c'est un grand forum d'expression. Alors oui, que sur ce forum, on puisse s'exprimer librement, mais avec les limites qui reflètent nos valeurs. C'est quoi nos valeurs en Europe? Nos valeurs démocratiques, c'est que on ne peut pas injurier, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas appeler à commettre un crime, on ne peut pas inciter à la haine, on ne peut pas avoir des propos antisémites, des propos qui... alors on peut blasphémer en Europe, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc il y a aussi ces soucis de modération. Donc il y a... Mais normalement, maître, on répond de l'abus des libertés devant les juges, et en fonction de la loi.
et en fonction de la loi. Là, il y a un espèce de truc concocté. Alors, c'est peut-être très bien, d'ailleurs, j'en sais rien, parce que l'Europe peut être parfois utile. Mais là, c'est concocté par c'est pas totalement démocratique, disons, et ça va se substituer au juge. C'est un juge numérique, en fait, finalement. On ne peut pas vraiment dire que c'est un juge numérique. On prend la mesure que les réseaux sociaux sont une caisse de résonance instantanée, mondiale, qui dépasse, en fait, qui nous font changer d'échelle. On a changé d'échelle. On vit au 21e siècle. Les derniers textes européens datés de 2022, 22 ans après, nous avons un nouveau texte pour prendre la mesure que les réseaux sociaux aujourd'hui, les plateformes fonctionnent de manière complètement différente. Aujourd'hui, vous avez des algorithmes qui profilent les internautes, qui savent les algorithmes en quelques clics peuvent savoir quel est votre statut social, quel est votre âge, quel est votre genre, quelles sont vos orientations, alors ça, vos intérêts. Vrai, mais on est plutôt dans la protection des données. On est dans la protection des données, la protection de l'internaute. Pas la modération ou... Mais si, alors... Justement, là, le DSA, le Digital Services Act, prévoit des règles en fait de transparence des plateformes. Les plateformes doivent rendre compte, doivent vis-à-vis de la Commission montrer les algorithmes. Alors là, ça fera couler beaucoup d'encre et je pense qu'il y aura beaucoup de discussions là-dessus. Ouvrir le capot et dévoiler comment les algorithmes peuvent profiler, cibler les internautes. On revient à Elon Musk là, parce que dans ses intentions. Il a parlé d'installer des logiciels open source sur la plateforme. C'est-à-dire, là aussi, c'est des garanties de plus grande transparence, non ? Oui, mais je pense qu'il ne faut pas faire un procès. Il ne faut pas diaboliser Elon Musk. Elon Musk, il y a un mois, c'est un personnage assez fascinant. C'est un personnage fascinant. C'est un personnage disruptif. C'est un personnage de la voiture électrique. C'est le personnage de SpaceX avec les fusées. Voilà, sans limite. C'est un personnage qui n'a pas de limite. Il a envoyé ses satellites, sa constellation de satellites, pour ne pas couper Internet en Ukraine. Il y a un mois et demi. Il ne faut pas diaboliser le personnage, mais c'est un personnage qui est mu par une idéologie libertarienne, donc la liberté sans limite. Et nous, Européens... Mais dans le cadre de la... Je tiens quand même à préciser, parce qu'il l'a précisé lui-même dans un tweet il y a quelques jours, c'est la liberté d'expression dans le cadre de la loi. Ce qu'il dénonce, c'est la censure au-delà des lois. Et ça me paraît tout à fait raisonnable, personnellement, de mon point de vue. C'est le peuple qui fait la loi, c'est nos instances démocratiques, on a une constitution, c'est-à-dire qu'on a... comment dire ? C'est tout à fait louable. C'est une intention tout à fait louable. C'est-à-dire que on ne peut reprocher à personne de ne pas respecter la loi. Maintenant, dans le monde d'aujourd'hui, où les technologies sont disruptives, où nous changeons de paradigme, où nous avons une information, on disait le battement d'aile en Chine provoque un ouragan de l'autre côté de la planète, on est vraiment dans ce paradigme. On y est. Donc aujourd'hui, si les lois, ces plateformes fonctionnent sur un plan global et planétaire, alors que les lois sont différentes. On a vu avec le blasphème en Europe qui n'est pas incriminé alors qu'aux États-Unis il pourrait l'être ou inversement. Mais donc là, il faut que nous ayons des règles qui reflètent nos valeurs. Et en Europe, avec ce règlement, avec ces obligations de transparence des plateformes, avec la protection des mineurs, le fait qu'on ne puisse pas utiliser des informations sensibles pour manipuler l'information, la publicité politique, par exemple. On a en tête Cambridge Analytica, voilà. Et donc là, on peut dire que ce sont véritablement des avancées. Et sur le personnage de Elon Musk, il ne pourra pas s'affranchir de la réglementation européenne parce que c'est... Oui, d'ailleurs, si je peux juste me permettre un exemple. Permettez-vous. Merci beaucoup. Il y a un réseau social un peu alternatif, comme on peut l'appeler comme ça, une sorte de Twitter alternatif qui a été créé par un ancien bras droit de Donald Trump qui s'appelle Getter, très conservateur. Pour l'instant, il y a surtout des gens du même bord politique dessus et qui prône aussi cette liberté d'expression et la fin de la censure. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air d'avoir le moins de problèmes avec la loi. C'est que finalement, c'est possible d'avoir une plateforme qui prône la liberté d'expression, mais qui ne va pas à l'encontre, voilà, dans l'aspect des lois européennes. Oui, tout à fait. Moi, je voulais vous poser une question, parce que tout de même, on sait que c'est Elon Musk, il a une capacité, disons, à tenir le choc pendant très longtemps en perdant de l'argent, puis en gagnant à la fin. Enfin, c'est quand même ça, sa caractéristique. C'est quand même un homme extrêmement audacieux sur le plan capitalistique. Mais on peut se demander là, pourquoi il rachète Twitter ? Enfin, c'est quoi son intention ? Est-ce que c'est une intention
capitalistique, économique, ce qui veut vraiment faire de l'argent avec ça. Ça va devenir d'ailleurs, entre parenthèses, l'homme le plus endetté du monde à l'issue de ce rachat. Oui. Donc, ou alors, il veut quoi? Il veut une danseuse, il veut un levier politique. Un C'est quoi, joujou. à votre avis? Un joujou? Ou être le prochain président des États-Unis. Il peut pas. Il n'est pas né aux États-Unis. Non, mais j'ai enquêté. Ah. Il est né en Afrique du Sud, Elon Musk, et D'accord. donc il ne peut pas devenir, d'après les lois, président des États-Unis. Bon, Exact. voilà. Donc c'est un rêve qu'il ne pourra pas caresser à moins que la Exactement. Constitution américaine soit modifiée. Ou à moins d'annexer à l'Afrique du Sud. C'est difficile à dire. C'est un énorme pouvoir. C'est un homme de pouvoir. C'est à la fois un homme d'argent et de pouvoir. Donc aujourd'hui, être à Il la a pas l'air tête. timide, hein, je vous le confirme. Voilà, être à la tête de Twitter, c'est un énorme pouvoir. C'est pour pousser ses idées, pour pousser ses idéologies. Donc oui, on peut penser que dans sa démarche disruptive, c'est une manière aujourd'hui de dire au monde, même mes idées, mes principes vont prévaloir. Et voilà. Il y a quelques années, quand il s'est lancé dans la voiture électrique, il a été disruptif. C'est vrai que c'est son maître mot. Quoi, en fait. Oui, c'est son maître mot. Regardez toute la construction européenne Ariane Espace pour lancer des fusées. En quelques années, avec SpaceX, il arrive à lancer. Il a fait beaucoup d'échecs. Voilà. Donc bon, c'est une personne qui n'a pas de limite, mais nous, Européens, Qui sait les repousser, On en a. en tout cas. qui sait les repousser, mais nous avons les limites de nos valeurs démocratiques. Oui, ce sont des limites. Si autant qu'on se les donne à nous-mêmes, tout va bien. En fait, on sait que M. Musk a fait un sondage pour savoir en fait ce que voulaient ses utilisateurs. Il ressort que le bouton d'édition a été publicité et puis qu'on pourra écrire au-delà de 280 caractères, c'est ça? Vous pouvez nous en dire plus sur ce bouton d'édition? De modifier, c'est ça, de pouvoir modifier. Ouais, oui, c'est un gros avantage. C'est un gros avantage et c'était dans la philosophie de Twitter initiale, c'était ce qu'on a dit, on ne peut pas se dédire en fait. On dit quelque chose, on le lance et c'est trop tard. C'est trop tard. Maintenant, je pense que, moi personnellement, ça ne me choque pas qu'on puisse modifier un tweet. Ça fait partie aussi de la liberté d'expression Oui, moi, je suis d'accord. que de changer Après, d'opinion. on peut peut-être garder, comme sur Facebook, les archives de modification du C'est ça. tweet pour savoir ce qui a été modifié. Enfin bon, merci beaucoup. Merci à beaucoup, vous. Constantin Pavléas. Je rappelle que vous êtes avocat, vous exercez dans le droit des nouvelles technologies et vous êtes aussi le fondateur de votre cabinet Pavléas et professeur en droit numérique à l'HEAD. Voilà, Politique sous influence, c'est bientôt terminé. Hélas, mais rassurez-vous, on revient la semaine prochaine. Et oui, Et on va parler auto. Oui, tout de suite, on parle auto sur Sud Radio. On va parler du business des petits excès de vitesse. Est-ce que vous saviez, Guillaume, que 58% des procès-verbaux pour excès de vitesse sont pour les tout petits excès de moins de 5 km/h? Non, mais ça m'étonne guère. Voilà. Vous ne le saviez pas. On en parle tout de suite sur Sud Radio dans On parle auto.